Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, supporters de l'OL. Je vais vous faire un petit édito suite à deux articles qui sont parus récemment dans les journaux sportifs. C'est un édito qui sera beaucoup moins marqué en ligne de rupture que le dernier que j'avais fait, qui était un peu volontaire, hein. C'était un peu une provocation volontaire pour voir jusqu'où les supporters se sentaient en phase avec la politique menée par l'Olympique Lyonnais en ce moment, surtout par sa direction. Ponceau Aulas d'un côté et Boss Juninho de l'autre. Je me suis aperçu quand même qu'en termes de réponse de pouce, il y avait quand même une moitié de chaque côté. Donc, même si le club s'en défend, et Jean-Michel Aulas le premier, qui a souvent tendance à caricaturer dans un sens comme dans l'autre, il y a quand même une ligne de rupture sur la confiance qu'on doit accorder au duo Boss-Juninho. Sachant que Peter Boss, et je vais me répéter, et je suis aussi sceptique que Thomas en ce sens, j'ai beaucoup de doutes sur sa pérennité au club, sachant qu'il a quand même dit qu'en 2023, il aurait fortement une forte tendance à vouloir laisser tomber le football pour se consacrer à sa famille aux Pays-Bas, à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc ça, il l'a dit, hein, vous pouvez retrouver. J'ai eu beaucoup de doutes dès le début également sur le fait qu'il s'inscrive sur le club quand il dit je vais repartir X temps en vacances, mais ça le débat a déjà été levé plein de fois. En tout cas, c'est vrai que ça incite pas à un optimisme béat et c'est surtout quelqu'un qui a dit je vais prôner du beau jeu, du jeu offensif dès son intronisation, mais il a dit quelque chose également qui n'est pas forcément en place. Il a dit, et ça les gens ont tendance un peu à passer outre parce qu'il est extrêmement brillant pour se mettre son public dans sa poche, et ça a déjà été le cas en Allemagne et en Israël quand il entraînait et aux Pays-Bas. Là où il est très très fort, c'est qu'il sait se positionner vis-à-vis d'un employeur et vis-à-vis de ses clients. Bon, pour faire cash, hein, voilà. Donc son employeur Jean-Michel Aulas, il a su vendre à Ponceau et Aulas ce qu'il voulait entendre. Et il a su vendre aux clients, c'est-à-dire quelque part aux supporters, hein, même si il y a le côté émotif en plus par rapport à un client. Il a su vendre à la communauté. Voilà, maintenant on emploie le terme communauté avec les boîtes américaines, hein. On est tous des ambassadeurs d'une communauté, même si on paye derrière. Aux ambassadeurs, donc les supporters, il a su nous vendre les éléments de langage qu'on attendait en post-Garcia et post-Genesio, c'est-à-dire le beau jeu, un football offensif, attractif, de possession, un but de plus que l'adversaire et tout. Et c'est vrai que ça plaît, c'est comme un discours politique, hein, quand vous avez un politicien qui a envie de vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. En attendant, comme disait Thomas dans sa dernière vidéo, on prend un nombre de buts incroyable, on prend un nombre de situations d'expected goals assez incroyable également. Et il y a quand même tout un pan de la philosophie qui nous a vendu, la fameuse philosophie Peter Boss, hein, c'est vrai que voilà. D'ailleurs, tous les grands théoriciens néerlandais de la Terre, hein, de Rullit à Van Raal à, euh, à Johan Cruyff, on se retrouve avec des gens qui théorisent soi-disant le football, mais dans la pratique, on en est quand même fort éloigné, et surtout sur l'aspect maîtrise. Parce que ça, ce mot, il l'a employé, hein. Ça, Juninho, il y tient depuis 2019. Bon, on en est très très loin de la maîtrise, donc soi-disant qu'il nous a vendu. Mais bon, ça c'est une parenthèse fermée, ça n'engage que moi, sur Peter Boss. Et ça n'engage qu'environ une moitié de supporters. Parce que là où il faut quand même se rendre compte, c'est pas parce que les gens, quand ils sont en désaccord sur des chaînes comme la chaîne de Thomas, il faut quand même savoir qu'il y a environ la moitié de pouces positifs. Donc ça veut dire que j'ai fait exprès, mais je voulais voir quand même quelle était la sensibilité du courant, on va dire anti-Peter Boss, ou récalcitrant ou dubitatif. Voilà, j'essaye de grader un peu les oppositions sur Peter Boss, et vous vous retrouvez quand même sur environ 50% de gens qui sont pessimistes vis-à-vis de lui. Pour X ou Y raison, hein, et c'est pas parce qu'on est dubitatif sur Peter Boss qu'on voue hégémonie Rudy Garcia, ça n'a absolument rien à voir. Moi, Rudy Garcia, le seul truc que je trouve de positif et tout le reste c'est négatif, c'était son bilan comptable. Le reste, j'étais absolument le personnage ne m'intéressait pas. Sa philosophie de jeu, c'était catastrophique. Sa maîtrise, on n'en parle pas. Après, en termes de FC résultats, comme dit Thomas, on était sur quelque chose quand même d'assez cohérent. Mais le reste, évidemment, il n'y avait pas de pérennité avec Rudy Garcia en tant que manager sportif sur le terrain vis-à-vis du club. C'est clair et net. Là-dessus, je suis pas pro Garcia. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un nouveau sujet. Et justement, il sera sur le sujet de Rudy Garcia. Je fais un édito parce que j'ai vu deux articles passer.
Un premier article de Rudy Garcia où il a dit en gros que il y a plein de gens qui ne connaissent rien au foot, soi-disant donc nous les amateurs, hein, et qu'on émet un jugement en gros, en gros sur les compétences d'un coach, alors qu'il y a plein de gens qui n'y connaissent rien. Donc voilà, en quoi serions-nous qualifiés, en quoi serions-nous compétents de juger la compétence ou l'incompétence d'un coach? Et ça a beaucoup énervé Rudy Garcia. Je crois que c'est dans les colonnes de l'équipe. Donc il s'est énervé à ce sujet-là. Alors pourquoi, comment, pourquoi maintenant, je ne sais pas. Mais a priori, ça a l'air de le chagriner qu'il y ait des gens comme nous, les supporters, a priori, hein, parce que bon, il y a des gens mieux placés que les supporters, a priori, même si les supporters ont vu des milliers, voire des dizaines de milliers de matchs, je pense qu'au bout d'un moment, on commence à avoir l'œil un tout petit peu affûté. Il y a des gens qui sont pas compétents. Alors, que veut dire la compétence? Competenza, ça veut dire la puissance avec, hein, ça veut dire qu'on a le potentiel avec, on a le pouvoir avec de juger. Voilà, c'est ça une compétence. Donc, a priori, il y a des gens qui l'ont pas, et lui, ça le chagrine en tant qu'entraîneur compétent. Bon, voilà. Ensuite, j'ai vu un article sur le Paris Saint-Germain, sur le mercato du PSG et de ces fameuses 6 recrues. Les 6 recrues du PSG, qui ont entendu parler en long, large, en travers. Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum, on a eu Lionel Messi, on a eu Hakimi. Voilà, et on s'est retrouvé à dire sur ces recrues, youpla boum, cet été c'est génial, et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un journaliste de l'équipe qui a été un petit peu sceptique sur le rendement, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, avec Sergio Ramos qui ne joue pas, qui sera peut-être résilié. Bon bah c'est sûr que c'est mal embarqué, donc ça c'est le pire. Ensuite, il y a des joueurs qui déçoivent, comme Wijnaldum, qui pourtant est titulaire avec la sélection néerlandaise. Il y a un joueur, c'est un peu un point d'interrogation, mais moi je l'avais déjà quand il était au FC Barcelone, j'ai dit, Lionel Messi, sera-t-il capable de s'adapter à un jeu qui n'est pas construit autour de lui, ce qui était le cas au FC Barcelone, contrairement à Cristiano Ronaldo qui s'est toujours adapté dans les clubs où il a été, dans les 4 clubs où il a été, parce qu'il en a quand même fait des clubs, hein. Entre Lisbonne, Manchester, Madrid, la Juve, puis retour à Manchester, il a quand même fait 4 clubs. On va dire 5, parce que Manchester est un autre Manchester qu'avant. J'ai toujours eu des doutes sur Lionel Messi, parce que tout a toujours été construit autour de son talent, mais il en a démesurément de son talent. Mais quand c'est pas joué autour de lui, est-ce qu'il est capable de s'imposer? C'est autre chose, hein. On peut être très 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 fort dans un club, même le meilleur du monde, et être quand même avec des résultats assez approximatifs eu égard de son talent aujourd'hui. Vous avez Hakimi qui est certainement la meilleure réussite aujourd'hui du PSG, qui est un excellent arrière latéral, en plus jeune et plein d'avenir, en plein devenir. Et puis vous avez Donnarumma. Alors moi, il joue un match sur 2. Est-ce qu'il est plus fort qu'il en Navas? J'en doute. Voilà, donc vous vous retrouvez avec un recrutement XXXXL, soi-disant sur le papier. Puis au final, vous pouvez vous retrouver extrêmement déçu, voire dubitatif. Pourquoi? Alors donc c'était ces 2 articles que je m'en parallèle entre Rudy Garcia, qui se plaint de l'incompétence des gens. Bon, voilà. Et un autre article sur la compétence ou l'incompétence des joueurs à l'instant T, c'est-à-dire 4-5 mois après la fin du mercato. Donc on se dit, enfin 4 mois après le commencement du mercato, pardon. On se dit, voilà, donc ces 2 articles que j'ai mis en parallèle, et je me suis dit, il y a une logique aujourd'hui sur le rendement, les compétences, on est en plein dedans. Il y a plein d'éléments comme ça qui ressortent. Il y a également la semaine dernière un article sur le PSG, par rapport à Pochettino, qui ne parle toujours pas français. Je tiens à signaler quand même que cet entraîneur parle en anglais et en espagnol à son vestiaire. Il ne parle pas la langue de travail. Voilà. J'ai vu une interview de Paqueta. Alors, je l'ai loué, Paqueta. Il y en a un qui a dit, ouais, tu le décris. Je n'ai jamais décrié Paqueta. J'ai décrié Peter Bosz. Je n'ai jamais décrié le talent de Paqueta, qui est un joueur extraordinaire pour l'Olympique Lyonnais. Paqueta s'est exprimé exclusivement pendant les 8 minutes d'entretien téléfoot en portugais brésilien. Bon, moi ça me dérange un peu au bout d'1 an et demi de pourquoi il essaye pas de faire quelques phrases en français. En plus c'est assez simple, hein. Les mots utilisés par les footballeurs au présent de l'indicatif, c'est pas non plus un truc à se retourner. Il peut essayer, non, il fait son truc dans sa langue maternelle. Donc en portugais brésilien, hein, j'emploie bien portugais brésilien. Différent du portugais continental. Donc il fait son interview. Bon, alors même si on apprécie beaucoup de joueurs, hein, voilà. On a des choses comme ça qui tombent en ce moment et on se dit on est en plein cœur du monde que pas mal de gens parmi nous connaissent, hein, mais que ce soit qu'on travaille dans le public ou dans le privé,
On est en plein cœur de ce qui est demandé à n'importe quel gars qui passe un concours de la fonction publique ou n'importe quel gars qui envoie un CV. On se retrouve au cœur de ce qui est aujourd'hui dans l'univers professionnel les compétences. Les compétences. Et force est de constater qu'il y a un problème dans ce milieu-là. Alors après, on va me dire, ouais, mais t'y connais quoi, t'es pas un pro. J'ai eu ça. J'ai eu. Alors pour vous rassurer, vous regarderez l'organigramme de l'Olympique Lyonnais de direction. Et je l'ai dit la dernière fois, de manière un peu plus véhémente, et là je suis plus posé, parce que c'est un édito un peu moins sur le vif. Regardez les organigrammes de l'Olympique Lyonnais à toutes les postes, DRH, directeur marketing, patati patata, directeur général, manager sportif avec Juninho et tout. Vous regarderez les CV des gens et vous vous apercevrez qu'ils ont des compétences moindres et des parcours moindres en qualité par rapport à ce qui est exigé dans des sociétés privées beaucoup plus petites. Pareil, Rudy Garcia, on passe un diplôme d'entraîneur auprès des instances de la FFF. Le métier d'entraîneur, c'est un métier qui exige des compétences intellectuelles et managériales qui ne sont pas exigées dans les cursus FFF. Donc c'est vrai que tout ce qui est management des hommes, transition, conduite du changement, évolution de carrière, mobilité de carrière sur les joueurs, sur les entraîneurs adjoints qui l'encadrent, sur les équipes qui pourraient être amenées à superviser, c'est ce que voulait Jean-Michel Aulas en 2008, c'est-à-dire faire superviser par un general manager à l'anglaise toutes les équipes, les sections de l'OL, ainsi qu'une équipe numéro 2, puis les jeunes. En quoi un diplôme d'entraîneur qui est purement voué sur l'aspect tactique et match, en quoi les compétences que je viens de citer sont travaillées ou exigées lors d'un diplôme? Moi, c'est une question que je pose, que je renverrai à Rudy Garcia. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu fais ton pan intellectuel. Non, il y a tout un pan du métier d'entraîneur aujourd'hui où il y a beaucoup plus de données qu'avant, parce que le monde s'est professionnalisé dans le foot. Il y a tout un pan qui est laissé de côté. Sur les compétences managériales, les compétences intellectuelles, on ne se contente pas du terrain aujourd'hui. On peut pas se contenter du terrain. J'ai fait un édito justement sur les entraîneurs ont une influence limitée. Je pense qu'ils ont une influence limitée parce qu'eux-mêmes sont limités dans leurs compétences. Ils se limitent. En Allemagne, vous allez vous retrouver avec des gens comme Thomas Tuchel ou Nagelsmann, qui ne sont pas des grands footballeurs à la base, mais qui ont un cursus de travail sur le management et les statistiques hyper probant et très détaillé dans leur cursus. Voilà, je vous invite à lire des ouvrages sur le football statistique. Il faut un mélange entre le terrain et l'analyse aujourd'hui dans le football. On ne peut pas se contenter que du terrain, ce que font la plupart des entraîneurs français. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent les matchs comme ils viennent, un par un. Comme c'était Cole Domenech, comme Boiré. On est sur un football non réflexif et sans analyse. Et c'est un vrai problème. C'est pour ça que les entraîneurs français ne sont pas demandés à l'étranger contrairement aux joueurs français. Voilà. Qu'est-ce qui manque dans des clubs? Moi, je vais pas me dire, ouais, t'es pas un professionnel. Je vais vous dire ce qui manque dans plein d'entreprises privées, vous allez vous retrouver, mais dans des TPE, dans des PME, dans des ETI, dans des grosses sociétés structurées de plus de 250 personnes ou dans des boîtes du CAC 40, vous allez vous retrouver avec une réflexion de ressources humaines très fondamentale et très forte, surtout après le Covid. Donc, vous vous retrouvez aujourd'hui avec, dans des sociétés, des tutorats, c'est-à-dire quand vous avez un jeune cadre qui arrive dans une boîte ou un jeune qui arrive dans une boîte, il est généralement encadré par un cadre ou un manager plus affirmé pour lui permettre d'évoluer et de développer son potentiel. Ça se fait dans énormément de sociétés. Ça ne se fait manifestement pas à l'Olympique Lyonnais, ni au PSG. À un moment donné, c'est ce que je disais dans mon dernier édito, je pense qu'un joueur comme Ryan Cherki qui a le potentiel technique, évidemment qu'il est là, il a un aspect tactique à travailler sur comment se positionner sur un terrain, comment se replier, parce que c'est pour ça qu'il n'est pas mis 90 minutes sur un terrain, parce qu'en fait, il donne tout ce qu'il a pendant 20-30 minutes et il veut montrer son football, et c'est normal parce qu'il a très peu de temps pour s'exprimer, donc il veut montrer un maximum de choses, Ryan Cherki. Mais en même temps, paradoxalement, il ne peut pas se mettre en position d'un joueur qui va jouer 90 minutes, c'est-à-dire à faire des replis défensifs, à couper des courses. Il veut tout de suite montrer tout ce qu'il a dans le ventre, et c'est normal, parce qu'il se dit, si je monte pas tout de suite, je serai pas titulaire. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, il pourra jamais. Parce qu'il ne pratique pas un football de positionnement tactique, un football de repli défensif, un football de course en parallèle, un football complet qui serait exigé d'un footballeur de haut niveau. Donc en fait, il tourne en rond. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Au lieu de monopoliser le temps des entraîneurs et des entraîneurs adjoints,
Il y aura un travail de préparation physique à faire avec des préparateurs spécifiques au physique, j'y reviendrai là-dessus par rapport à Aouar. Et il y aura un travail de tutorat, je disais, peut-être avec un joueur plus expérimenté, comme Islam Slimani ou comme Karl Toko Ekambi, qui sont également des transmetteurs de savoir et de savoir-faire et de savoir-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'expérience que ces joueurs, qui ont une trentaine d'années, ou pas loin pour certains, en attaque, ils devraient être aussi, petit à petit, des passeurs de relais pour l'entreprise Olympique Lyonnaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend les jeunes joueurs et on les encadre par des joueurs de leur rang, donc en gros offensif, pour Ryan Cherki, et que les joueurs les plus expérimentés des rangs offensifs encadrent des plus jeunes. Donc en l'occurrence, là je cite Slimani, ça pourrait être également Dembélé, et ça pourrait être également Karl Toko Ekambi. Et il y aura un vrai travail d'implication du groupe et également du salarié, parce que ce sont des salariés, même s'ils sont en CDD, ce sont des salariés, où on leur donne une importance, parce que quand on donne une importance à quelqu'un dans une boîte, c'est-à-dire par exemple dans la transmission de savoir, le tuteur se sent redevable du club. C'est beaucoup plus compliqué de partir d'un club où on est en train de transmettre à un plus jeune. C'est ce qui se passe dans beaucoup de boîtes. Ça, c'est un premier point sur le tutorat. Deuxième point, sur la préparation individuelle, je me suis étonné, là, il y a eu Oussama Aouar, et c'est vrai qu'il avait des problèmes physiques, notamment en sprint, en vélocité, en sprint, on le voyait sur le terrain. Il s'est attaché lui-même, de son propre gré, les services d'un préparateur physique pour gagner en force physique, en accélération, voilà, pour dynamiser un peu son côté athlétique qui lui manquait, parce que le talent il l'avait, c'est évident. Et il s'est attaché lui-même. C'est quand même assez étonnant qu'un club comme l'Olympique Lyonnais n'ait pas quelques milliers d'euros par mois pour attacher les services d'un préparateur physique spécifique à ses joueurs professionnels. Il n'y a quand même pas un effectif pléthorique. C'est quand même extrêmement étonnant qu'en termes de suivi athlétique, il n'y ait pas ou nutritionniste. Il faut que les joueurs soient encadrés. Ce sont des sportifs de haut niveau extrêmement bien rémunérés. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Des suivis de formation ou des suivis d'accompagnement se font dans des entreprises de bien moindre taille également. Alors voilà, donc on me dit je suis pas professionnel, soi-disant. Non, je suis pas professionnel, mais je donne des pistes comme ça qui n'existent pas. Donc moi je vois qu'Oussama Aouar, il s'est attaché lui-même les services d'un préparateur physique. C'est super bien comme initiative de sa part, parce qu'il a que 23 ans, c'est un jeune joueur, et lui-même de son initiative, il est en train de se structurer. Donc c'est quand même pas très normal, ça encourage pas non plus le joueur à rester, c'est-à-dire qu'il doit prendre l'initiative par rapport à son entreprise qui a une défaillance à ce niveau-là. Son entreprise, son employeur. Voilà, pour Ryan Cherki, pareil, l'an dernier j'avais vu dans Téléfoot qu'il s'était procuré, alors est-ce que c'est efficace ou pas, s'il l'utilise correctement, oui, il avait acheté les services, alors je sais pas si c'est Optagent ou un autre, il s'était attaché les services d'un logiciel de statistiques qui lui permettait de voir ses courses, ses tacles, ses interceptions, ses courses balle au pied, ses frappes au but et tout. De regarder également en vidéo ses séquences, caméra isolée, c'est lui-même qui s'était procuré cet élément. Donc comme pour Oussama Aouar. C'est quand même encore assez une fois étonnant. C'est comme Moussa Dembélé, on peut pas vraiment s'étonner qu'il y ait une fracture de fatigue, sachant qu'il a fait une année blanche l'an dernier. Je l'avais dit à Thomas en début d'année, je lui ai dit, tu vas voir, on va récupérer, bon, excusez-moi, entre guillemets, un cadavre. Bon, c'est-à-dire que vu ce qu'on a fait l'Atlético Madrid de ce joueur moralement, psychologiquement et physiquement, on repart à zéro. On sait qu'on repart sur des bases extrêmement faibles. Même s'il a du talent, même si Moussa Dembélé a du talent. Il repart, il a le moral en chaussettes de l'Atlético Madrid, il n'a pas joué. Et il y a un risque de blessure, sachant qu'on perd Memphis Depay, qu'on fasse jouer énormément ce joueur, qui était titulaire avant que Memphis Depay lui prenne sa place. C'était un joueur titulaire olympique lyonnais, il a fait une saison blanche l'an dernier, j'ai expliqué les causes plus tôt. Évidemment qu'au bout de quelques matchs, il va y avoir une rupture de fatigue. C'est obligatoire, c'est même pas discutable, c'était marqué. Je l'avais dit à Thomas, tu vas voir qui on va récupérer. Et poum, 4 mois de raté. C'est tout des petits éléments. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu n'as pas bossé au club? Mais le club n'a pas besoin de moi. Moi, je serais très content d'aller travailler à l'Olympique Lyonnais. J'adore ce club. C'est mon club de cœur depuis que je suis tout petit. Ça fait très longtemps que je suis tout petit. Maintenant, je suis vieux. Honnêtement, c'est des choses, mais ça arrive également au Paris Saint-Germain où, clairement, vous arrivez dans une entreprise, il y a une langue de travail imposée par la direction. Par Nasser El Khelaifi et Leonardo. Donc, même dans les grands clubs, vous voyez les performances, pourquoi elles sont en dents de scie? Parce qu'aujourd'hui, vous avez Bip Bip Mbappé qui l'an dernier a tenu le club à bout de bras. Vous avez des joueurs comme Neymar qui jouent moins de 50% des matchs comme Verratti depuis leur arrivée. Ça n'a pas l'air de poser de soucis a priori au club, mais c'est un problème d'hygiène de vie. Parce que le talent, ces deux joueurs, Neymar et Verratti, il est incontestable. La présence du talent est incontestable.
Mais le PSG ne peut pas être fort en Ligue des Champions avec un Verratti qui, à partir des quarts de finale, a une jambe qui couine, ou un Neymar qui est pas en forme, ou un Neymar qui est blessé. Il y a quand même, vu les enjeux financiers, les dépenses constituées par QSI depuis leur arrivée, on est quand même sur la masse. C'est comme vous avez un cadre dans une boîte, un cadre commercial, et que le mec, il picole tous les soirs, et que le lendemain, à 8h, il va aller voir les clients. Donc, il y a de l'amateurisme dans le football professionnel. Évidemment, il y a des attitudes qui restent assez irrationnelles, non professionnelles, et c'est pas parce qu'on n'est pas des pros que nous, dans nos boulots, on voit pas ce qui se passe. On voit ce qui se passe dans les boulots. On a tous croisé des collègues qui sont pas en forme, qui sont pas bien, et ça dure pas longtemps. Ça peut pas durer longtemps. Avec des mecs qui ont des salaires 100 fois inférieurs à ce qui se pratique dans le football. Donc c'est pour ça que je pèse pas mal par rapport au milieu du football, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, je vous citais Ryan Cherki, vu le talent qu'il a, il doit être encadré par un tuteur, par un préparateur physique, par des tacticiens. Il y a plein de choses à faire pour lui. Et en plus, ça implique les autres joueurs, ça développe de la confiance dans le club, le joueur se sent plus appartenir, l'autre joueur se sent plus appartenir au club. C'est ce qui se passe beaucoup au Bayern de Munich, en l'occurrence, c'est ce qui se fait beaucoup en Allemagne. Les entraîneurs, pareil. Moi, Rudy Garcia, je suis désolé. Moi, j'ai fait un édito, mais je m'en fous, je l'ai fait en amateur. Mais ces coups de gueule systématiques contre l'arbitrage sont complètement stériles. C'est vrai qu'on perd des points contre l'arbitrage. Il y a toujours un ennemi tierce. Ça ne sert à rien. C'est plus le management moderne. C'est dépassé depuis longtemps. C'est comme Peter Bosz, sa philosophie de jeu. On va attendre combien de temps? On a 300 millions d'euros de budget. On est en déficit structurel depuis le Covid. On peut pas se permettre d'être dans l'à peu près d'une philosophie d'un mec qui vient de débarquer au club. On est quand même dans une culture du résultat, que ça plaise ou non. On n'a pas le temps de laisser le temps à l'entraîneur. Parce que le risque, il est immédiat sur l'Olympique Lyonnais, immédiat, même s'il s'appelait aux supporters. En tout cas, le résultat final, on est 5e, on devrait, vu l'effectif qu'on a, être 2e du championnat sans aucune contestation possible. Et ça fait quand même des années qu'on n'est pas 2e du championnat sans contestation possible, alors qu'on a l'effectif pour être 2e du championnat depuis plusieurs années. Donc, à un moment donné, on a des joueurs qui surperforment avant leur départ, on les connaît. On a eu Memphis Depay, cette année, c'est Lucas Paqueta. On a tendance à ne pas encadrer les joueurs qui ont des besoins psychologiques d'encadrement, parce que tout le monde en a besoin à un moment donné, ou de préparation physique, ou de statistiques. Donc, les joueurs essayent de bricoler leurs trucs dans leur coin. Moi, je suis dubitatif. On se retrouve avec des entraîneurs adjoints qui sont néerlandophones. Est-ce qu'ils parlent français? Moi, j'ai des doutes. On n'a pas une langue de travail unie, vous savez, vous allez dans des boîtes, vous allez bosser demain à Genève ou à Lausanne en Suisse, vous bossez en anglais. Vous bossez en anglais, quelles que soient les langues des mecs. On va pas vous demander si c'est comme ci, c'est comme ça. Quand vous vous retrouvez avec Pochettino qui ne peut pas parler en français alors qu'il a été joueur du PSG, c'est un vrai problème, la langue de travail. C'est un vrai problème. Nasser El Khelaifi et Leonardo parlent parfaitement français, même s'ils sont brésiliens et qataris, et que leur langue maternelle c'est le portugais et l'arabe. Bon, il se trouve que Nasser El Khelaifi parle excellemment bien anglais, comme tous les managers des pays du Golfe. C'est une vérité, parce qu'il a un niveau éducationnel très élevé, très élevé, mais la réalité, elle est là aussi. Pochettino, pourquoi prendre un Pochettino qui ne parle pas français? Pourquoi est-ce que Lionel Messi ne peut pas dire 3 mots de français, alors qu'il est payé quand même une fortune? Est-ce que Neymar est capable de parler en français? La réponse au bout de 4 ans et demi, c'est non. Donc l'intégration dans le club, elle est faible. Et le gars qui arrive, il se dit, pouh, si Neymar parle pas français, pourquoi moi je m'y mettrais? Zlatan Ibrahimovic ne parlait pas français. On est quand même sur une problématique structurelle de manque de respect vis-à-vis de l'employeur, du club et de la Ligue 1 en général. Zlatan Ibrahimovic, vous l'écoutez en italien, il parle très bien italien. Ça n'a pas l'air de lui poser de soucis. Mais quand il est en France, il a pris le PSG pour de la merde, la Ligue 1 pour de la merde. D'ailleurs, il s'est pas gêné pour le dire. Hein. Quelle Ligue de merde, championnat de merde. Après un match contre Bordeaux où il s'est excité comme un malade, à un moment donné, c'est aussi au président de dire, écoutez, dans votre contrat de travail, vous devez atteindre niveau A1, A2, B1, B2 dans la langue française au bout de X mois. C'est obligatoire. Alors, si ça lui plaît pas au joueur, c'est pas grave, il peut partir parce que de toute façon, il s'intégrera pas dans le club, il donnera pas le maximum. Et s'il s'intègre pas et qu'il prend pas le poste en s'intégrant au maximum, ça ne marchera pas. Voilà, j'ai fait un petit peu long, il y a plein de trucs à débattre là-dessus. J'ai pas dit que j'avais la parole d'évangile, j'ai dit que ce sont des choses à travailler. Même si je ne suis pas à l'intérieur du club PSG et à l'intérieur du club Olympique Lyonnais, c'est quand même assez consternant, eu égard des budgets en jeu dans le football et de la passion que ça génère, qu'on soit dans l'à peu près en termes de ressources humaines, dans l'à peu près en termes de langue de travail, dans l'à peu près au niveau physique. Et tous ces éléments que je vous ai donnés, c'est des exemples parsemés, prouvent que c'est de la vérité. C'est incontestable. Bravo aux joueurs qui arrivent à se prendre en main comme Oussem Aouar ou Cherki, parce qu'ils vont chercher des choses à côté, et il y en a certainement d'autres.
Mais à un moment donné, quand Mbappé il apprend l'espagnol, il apprend de lui-même pour aller jouer au Real Madrid un jour. On n'est pas complètement con. Parce que le gars, il est en autogestion. Et ben c'est super ces gars. C'est super. Voilà, à un moment donné, il y a des gens comme ça qui arrivent à se prendre en main, à prendre leur carrière en main. Mais à un moment donné, il y a aussi des joueurs qui ont besoin d'être accompagnés. Et pour être accompagnés comme il faut que la présidence et la direction s'y mettent. Voilà. Donc, les entraîneurs nouvelle génération sont quand même un peu plus intellectuels que ceux d'avant, où on avait des espèces de brailleurs qui parlaient à peine français. Je suis désolé, hein, c'est une vérité. Hein, des mecs de terrain, comme on dit au football, ce qui compte, c'est le terrain. Si t'as pas vu le terrain, t'es un con. Bon, en attendant de trop voir le terrain et pas faire d'études, c'est aussi être un con. Faut un mix. C'est hyper important. Dans le monde moderne, c'est aussi important d'être commercial que de connaître le produit ou le service. Les gens sont polyvalents aujourd'hui dans leur boulot, hein, et tout le monde l'est, tous ceux qui écoutent, même nous, les fans de l'OL. Voilà. Nous aussi, le supporter, on n'est pas des cons. À un moment donné, il faut que le club olympique lyonnais et Jean-Michel Aulas, qui a 72 ans, il faut qu'ils se rendent compte que les supporters de l'OL sont des gens sensibles, qui lisent la presse, qui comprennent des choses, qui voient les interviews des joueurs, qu'ils regardent également les matchs. On peut avoir une construction critique, au sens critique kantien, hein, d'Emmanuel Kant, hein, désolé. On peut avoir un aspect critique au sens positif et ne pas être des idiots, juste bon écouter 3-4 éléments de langage bien pondérés en début de saison par un mec qui va nous raconter une fable qui est une mythologie et qui ne sera pas une réalité tangible derrière. Alors désolé d'être un peu pompeux dans 2-3 termes, mais il faut aussi dire qu'on n'est pas des cons. Voilà, on n'est pas des idiots et il y a des choses comme ça, voilà, sur l'amateurisme du football qui sont des réalités. Je ferais peut-être pas mieux, d'ailleurs. Moi, je dis juste ça. Et c'est dommage. C'est hyper dommage que Paqueta ne parle pas français. Hyper dommage. C'est pas que de la faute du joueur. C'est aussi l'encadrement qui est là, qui doit donner des directions dans les contrats de travail. Il y a un règlement, par exemple, pour pas être en retard. Ça, on a compris. Hein, ça, Juninho, ça a l'air de l'intéresser. Mais bon sang, que Paqueta parle français, pour moi, c'est fondamental. Là où je critiquais sur Paqueta quand il arrive en retard et tout, c'est que tout le monde l'a su. Qu'en soit il soit réprimandé en interne et qu'il joue pas, c'est une chose. Pourquoi en faire un buzz? Pourquoi est-ce que c'est publié? Pourquoi est-ce que ce n'est pas confidentiel au club? C'est ça qui est important de savoir. C'était un petit peu long. Libre à vous la réflexion. Moi, je donne un avis. Vous aimez pas. Surtout, soyez constructifs. C'est pas la peine de sortir des gros mots pas possible parce qu'on n'est pas d'accord. La dernière fois, mon édito était volontairement provocateur. Je voulais voir la ligne de rupture vis-à-vis de la direction historique, et c'est quand même assez inquiétant pour Jean-Michel Aulas, au bout de 32 ans de présidence, 32 ans, 34 ans, de voir quand même qu'il y a une grande partie des supporters, désormais, qui n'est plus en phase avec sa politique présidentielle. Et ce n'est pas parce qu'on critique Jean-Michel Aulas et Juninho qu'on n'est pas fan de l'OL et qu'on doit aller supporter un autre club. Non, non, moi je supporte l'OL depuis bien plus longtemps que beaucoup de gens qui regardent les vidéos de Thomas. Et je pense au contraire que je suis plus radical dans mon approche. Ça veut dire que je souhaite encore plus de bien au club. Parce qu'honnêtement, au rythme où on va, en fait, ça a ni queue ni tête. On ne poursuit aucun objectif. Il peut nous parler d'objectifs, Jean-Michel Aulas, la 3e place, mais c'est même pas le minimum. Le minimum, c'est la 2e place. Également, il faut fixer des objectifs aux joueurs et au club à un moment donné, et des vrais objectifs cohérents. Et c'est pas la peine de nous dire en fin de saison, oh bah finalement, on voulait juste être européen, alors qu'en fait le but c'était d'être dauphin du PSG. On est bien d'accord. Donc moi, je suis parfois radical dans mon point de vue, parce que je souhaite le plus grand bien à mon club. Et il faut de temps en temps que ça secoue un peu du prunier et que le club il se sente un peu touché. Et pourquoi pas un départ de la présidence à terme? C'est ce que j'avais dit. Moi, je le pense toujours que ça serait peut-être une bonne chose que Jean-Michel Aulas cède son club. Je le pense sincèrement. De toute façon, s'il ne le fait pas rapidement, les événements le précipiteront et il vendra moins bien son affaire. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Moi, c'est mon point de vue. Donc je suis un énorme supporter de l'OL et je ne changerai pas de club. Je suis un peu plus radical dans mon analyse parce que j'essaie de voir au moyen et long terme ce qui se passe et pas uniquement sur Peter Bosz. Je ne suis pas dans l'instant T, contrairement à ce que vous croyez. Je suis très dubitatif sur le fait que l'OL fasse une bonne saison. Peut-être une belle Europa League, mais je suis dubitatif sur le championnat. Ça n'engage que moi, hein. Peut-être que je me tromperai. Et je ne retourne pas ma veste, c'est juste que j'ai voulu voilà, être un peu plus conciliant. Je dirais, je suis très critique sur mes éditos, donc je vais un peu lâcher du lest parce qu'il y a 3-4 bons résultats. Mais au fond, j'avais quand même un doute sur Peter Bosz. Voilà, et je me l'enlève pas. Allez, bah allez l'OL, les gones. On croise les doigts. C'était juste une réflexion. Libre à vous sur les débats. Ciao, ciao.